bonjour à tous. Donc, bienvenue pour cette séance de workshop de la chaire Réseau Innovation qui va être consacrée à la thématique stratégie business school. Alors, tout le monde a entendu parler d'école de commerce, bien évidemment. Ça fait partie de l'environnement académique classique. Et une école de commerce, comme n'importe quelle organisation, doit se développer, parfois survivre en contexte hostile, concurrentiel, quand c'est le cas pour des écoles de commerce privées. Et donc, on va débattre aujourd'hui avec nos orateurs de ce sujet, et plus précisément en examinant aussi la dimension réseau que peut comporter le développement d'une école de commerce, c'est-à-dire le réseau interne des collaborateurs ou des ressources qui permet à l'école d'avancer, le réseau externe des parties prenantes qui constitue un écosystème dans lequel l'école de commerce va jouer un rôle. Quel est ce rôle? Quel est son impact? Est-ce qu'on peut le mesurer? Et puis aussi une articulation qui peut être très intéressante aussi examinée, c'est le capital social porté par les membres d'une école de commerce et qui peut servir de tremplin, par exemple, pour avancer dans le développement à l'international. On pourra aussi évoquer la construction identitaire et historique d'une école de commerce à partir des liens sociaux qu'entretiennent les collaborateurs avec les parties prenantes de cette école. Enfin, on va voir un certain nombre de thématiques qui tournent autour de la stratégie de business school et des réseaux de partenariat qui peuvent jouer un rôle important dans le développement de ces écoles. Alors, pour commencer, nous allons écouter Aimé Ngala, donc, qui est docteur en sciences de gestion et maître de conférence ici à l'ISNIAE, et qui va nous parler des approches managériales de l'internationalisation dans les business schools. Donc, Aimé, tu as la parole donc, pour une vingtaine de minutes. Merci Christophe et merci à tous. Je n'ai pas de présentation, je n'ai pas de support visuel. Tout va se passer à ma voix. C'est un petit peu enroué. Donc, je vais échanger avec vous aujourd'hui sur la thématique de l'internationalisation dans les écoles de management, donc appelées ici Business School. Et je m'intéresse à la fois aux écoles de management, donc Business School privées qui appartiennent à des groupes, et également, par la même occasion, à des écoles de management plutôt publiques et qui appartiennent au réseau UM. Donc, des écoles qui ont le statut dans le public d'institut d'administration des entreprises. Et en fait, ma réflexion va porter sur quatre écoles, donc 2 privées et 2 publiques. Donc, lorsque je parle de business school dans ma réflexion, je fais référence pour les écoles privées à celles qui sont considérées par les journaux comme Le Point, Le Figaro, en milieu de classement. C'est important de faire la différenciation, on va le voir un peu plus tard et aussi avec les autres présentations. Ce n'est pas exactement les mêmes approches nécessairement, donc ce que je vous présente ici n'a pas vocation à être généralisé, mais ça donne quand même un panorama sur ce qui se fait sur ce type d'école-là, qui représente quand même un certain nombre d'écoles de la conférence des grandes écoles en France. Donc, je suis sur le territoire également de la France. Et donc, les éléments de réflexion que je vais proposer sont circonscrits dans le contexte de la France. Donc, ma préoccupation dans mes travaux était de comprendre comment l'international, qui est affiché et revendiqué par chacune des écoles aujourd'hui de management, comment véritablement s'est développé et surtout comment c'est piloté, mais aussi je me suis intéressée à comprendre ce qui est mis sous le vocable d'international. Quand on dit qu'on a une école internationale, quand on fait l'international, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et à quoi ça correspond? Et donc, est-ce que quand on est dans un environnement public ou dans un environnement privé, on fait référence à la même chose? Et sinon, de quoi s'agit-il concrètement? Donc, en me préoccupant de l'international, ce que j'ai pu voir et comprendre, c'est surtout comment ces écoles, en fait, marchent, comment elles fonctionnent en tant que telles. Donc, l'international a été pour moi un révélateur du fonctionnement des écoles à la fois publiques et privées. Donc, ce que je souhaite particulièrement partager aujourd'hui, c'est l'idée selon laquelle le développement de l'international dans les business schools,
s'appuie essentiellement sur le capital social des acteurs. Et donc, ce que je veux mettre davantage en avant, c'est le fait que c'est le dosage, entre guillemets, juste entre le capital social des acteurs, des ressources internes disponibles de l'organisation, des modes de gouvernance également, et ce que j'appelle le discernement managérial qui va permettre à une école de pouvoir exister à l'international. Donc, quand on parle d'international dans l'enseignement supérieur, qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui va intégrer à la fois dans des dimensions internationales et interculturelles dans les missions de l'entité, donc de l'établissement, autant dans les programmes que de formation, que dans les activités de recherche. Et donc, la notion d'internationalisation, d'international apparaît comme étant un processus, comme étant une démarche. L'international, de manière générale, on le sait tous, hein, dans les travaux en sciences de gestion notamment, ça a été traité notamment sur les entreprises de l'industrie. Et quand on parle d'internationalisation dans ce contexte-là, on parle plutôt d'une démarche qui est incrémentale, qui est étape par étape, qui va être basée sur une accumulation de l'expérience pour pouvoir permettre en fait aux managers de prendre des décisions les moins risquées, les plus pertinentes avec leur environnement. Donc, l'entreprise s'appuierait sur une forme de connaissance expérientielle, donc avec une longue projection sur le temps pour pouvoir choisir de manière agile les investissements qu'elle va pouvoir faire. Alors, même si les travaux sur l'internationalisation des écoles de management portent essentiellement, s'inspirent essentiellement de la littérature en management international et donc sur les entreprises de l'industrie, ce que j'ai trouvé, c'est que cette approche-là est relativement fonctionnaliste et un peu figée pour pouvoir expliquer et décrypter véritablement le fonctionnement des business schools. Donc, à l'opposé de cette façon de percevoir et de voir le développement à l'international, je me suis plutôt intéressée à une approche dynamique qui est basée sur finalement les ressources disponibles et la perte acceptable pour atteindre un but donné. Donc, en clair, l'idée ici, c'est ne plus s'appuyer sur une forme de connaissance expérientielle sur le long terme, mais de se servir de ce qu'on a à disposition, qu'est-ce qu'on a et comment est-ce qu'on peut faire à la lumière de ce qu'on a à la disposition, des ressources qu'on a, pour pouvoir en fait créer le futur plutôt que de le prédire et de pouvoir créer en fait l'international pour les différentes écoles. Donc ici, il m'a semblé finalement intéressant de regarder les business schools, notamment avec leur environnement qui est très dynamique, justement échangeant avec la crise sanitaire qu'on a pu voir récemment, la baisse des financements, la hausse de l'accréditation, le classement. Cette grille de lecture nous amène à voir effectivement que les managers vont s'appuyer sur le capital social, et on y viendra, pour pouvoir, non pas, comme je l'ai dit, prédire le futur de l'école, mais le construire. Donc, j'ai étudié 4 écoles pendant plusieurs années, pendant 4 ou 5 années d'ailleurs. Et ce que j'ai pu observer, c'est que les modalités vont varier selon qu'on est, en fait, en fonction de la forme de gouvernance et des orientations stratégiques de l'école, notamment en lien avec les parties prenantes les plus influentes. Et quand on est dans les écoles privées, c'est davantage les actionnaires et les investisseurs. Alors, la notion de capital social ici, je l'aborde sous 2 volets, avec un volet institutionnel et un volet plutôt intuitu personnel, et donc plutôt individuel. Au niveau du capital social institutionnel, le choix du mode de développement à l'international, encore une fois, il va être dépendant de la stratégie globale de la business school en fonction des ressources qui sont disponibles. Et on s'est aperçu que les écoles privilégient davantage le partenariat comme étant modalité de développement à l'international. C'est d'ailleurs un mot qui est très utilisé dans le champ lexical des business schools. Hein. Pour montrer qu'elles sont présentes à l'international, elles affichent en général un certain nombre des chiffres en termes de partenariat. Donc, il y a plusieurs typologies de partenariats qui peuvent exister entre une ou plusieurs écoles en tant que telles.
Et il peut s'agir dans ce contexte-là d'échanges, de construction de programmes, de conduite de programmes de recherche que les institutions vont mener de concert. Pour ce qui est, par exemple, de la double diplomation, les établissements peuvent choisir les cours auxquels les étudiants vont pouvoir assister et valider dans les institutions partenaires. Dans la majorité des programmes de la CGE, donc de la conférence de grande école, merci, on peut voir justement qu'en 5e année, par exemple, le parcours PGE, il y a justement une double diplomation qui est souvent proposée, notamment dans le cadre d'essais partenariats. Un autre type de partenariat qu'on peut identifier également, ce sont les alliances. Les alliances ici, elles peuvent faire intervenir, par exemple, entre les institutions partenaires, des fonds communs qui sont mis à disposition pour des projets dans lesquels les enseignants-chercheurs vont pouvoir travailler de concert avec les différents collègues qui sont dans les établissements avec lesquels l'école aura noué un partenariat du type alliance. Et dans l'un des exemples que j'ai pu observer, parce que dans mon travail de recherche, cette communication, du moins ce sujet, est issue de mon travail de thèse que je faisais il y a 1 an maintenant. J'ai pu faire échanger avec un certain nombre d'écoles, notamment avec l'ESCP, HEC, l'INSEAD également. Et l'INSEAD fait partie donc, de ce type d'école qui a des partenariats de type alliance avec, notamment pour le programme MBA, avec Wharton, l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis. Donc, la dimension ici du partenariat de cette alliance-là, c'est de pouvoir en fait, avoir un pot commun d'activités, notamment pour ce MBA entre Wharton et le MBA de l'INSEAD. Donc, l'idée dans ce type de partenariat, c'est vraiment la nécessité de pouvoir fixer des objectifs précis et clairs et notamment aussi dans la résolution des problèmes et préciser bien le cadre de la coopération. Dans le cadre des médiations qui vient de se passer, c'est celui que j'ai pu observer de manière spécifique. Un autre type encore de partenariat pour être présent à l'international, ça va être les joint ventures académiques qui vont en fait être la dimension dans laquelle 2 établissements vont proposer conjointement des programmes. Et donc, ils peuvent en général être sur des zones géographiques différentes. Et là, le diplôme est unique et signé par les 2 établissements en tant que tels. Et donc, en fait, les étudiants peuvent commencer leur programme dans l'un des campus de l'un des partenaires et le terminer autre part. Le diplôme, il est vraiment conjoint, signé par les 2 établissements. Et l'un des exemples que j'ai pu observer, c'est celui de l'ESCE avec une université allemande dans un programme qui s'appelle le franco-allemand. C'est le track franco-allemand en fait, du PGE de l'ESCE, où pendant 5 ans, il y a vraiment des échanges avec les 2. Donc, les étudiants sont à la fois inscrits à l'ESCE et à l'université HWR de Berlin. Donc, c'est une autre forme d'internationalisation aussi pour notamment l'ESCE qui fait partie du groupe INSEC et aujourd'hui Omnes Education. Une autre modalité encore, ça va être la croissance externe, avec notamment les rachats. Toujours pour ce même groupe, donc le groupe INSEC devenu Omnes Education, on peut voir en fait que la croissance externe a été une modalité d'internationalisation, non pas pour l'ESCE ou même l'INSEC en tant que stratégie délibérée initiale, mais plutôt l'ESCE, l'INSEC ou l'EBS comme en fait des modalités d'expansion d'un groupe beaucoup plus grand qui s'appelle toujours d'ailleurs Laureate International Universities
qui, pour être présent sur la France, a racheté en fait ces écoles-là pour avoir une présence en France. Et donc, on se retrouve dans ce groupe aujourd'hui avec plusieurs écoles de management qui sont sœurs, mais en même temps concurrentes dans le même groupe. Et l'idée a été de faire en fait une forme d'intégration, différenciation. Donc, les écoles continuent d'avoir leur étiquette, mais en fait, elles bénéficient de ressources transversales. Et par exemple, d'un seul laboratoire de management pour toutes les écoles de management, je pense qu'il y en a 3 ou 4 dans le groupe. Mais les écoles à part entière ont un ADN, ont une identité spécifique pour chacune des écoles. Par contre, du point de vue des partenariats, on va voir, comme il y a une seule direction de l'international, ce sont les mêmes partenariats un peu qui sont partagés par toutes les écoles du groupe, notamment celles qui sont spécialisées en management. Donc, l'un des intérêts, en fait, finalement, de cette politique de croissance externe, c'est de pouvoir regrouper sous un même chapeau et de mutualiser, en fait. Donc, on va avoir, en fait, dans ce type d'organisation, une forme de fertilisation croisée où les enseignants-chercheurs sont amenés à pouvoir collaborer entre eux. Donc, quand ils font des publications, elles vont marquer à la fois pour les différentes écoles, en fait. Donc, c'est un peu un coup double de les amener à travailler ensemble et tout ça contribue, bien sûr, à la revalorisation de l'image de marque de chacune des écoles, mais également du groupe. Donc, cependant, cette stratégie, celle-là, la croissance externe est plutôt fragile parce qu'elle va dépendre, en fait, finalement, du cycle de vie, de la valorisation de l'investissement que les actionnaires auront fait après le rachat. Et pour avoir été présente dans certaines des écoles pendant 4 ans, j'ai pu assister à 3 rachats. Non, 2, pardon, sur 3 ans. Donc, en fait, on rachète et tout de suite derrière, au bout de 3 ans, on repense déjà à remettre en vente, ce qui veut dire que finalement, la stratégie d'internationalisation qui est en place, en fait, elle peut effectivement rapidement changer dépendant du prochain acquéreur et de l'orientation qui va être prise par la suite. Donc là, on vient de voir les différents éléments par rapport au capital social au niveau institutionnel. Maintenant, le niveau individuel, donc institut personae, lui, va être composé surtout du capital humain de l'enseignant-chercheur qui à l'intérieur duquel on peut retrouver notre composante qui est son réseau personnel, un réseautage personnel. Donc, dans les écoles publiques, c'est plutôt finalement la qualité des relations qui va être basée sur l'ajustement mutuel, la confiance, qui vont être le socle finalement de l'établissement de la stratégie d'internationalisation. On peut voir que les conventions ou les coopérations avec les étrangers vont passer par des collaborations individuelles. Et celles-ci peuvent malheureusement souvent rester à un niveau embryonnaire et ne profiter davantage qu'aux individus plutôt qu'à l'institution. Donc, la difficulté ici va reposer sur les modes d'organisation et les ressources matérielles restreintes. Là, je parle même du public. Et notamment du point de vue administratif, mais aussi du pilotage global des différentes initiatives. Parce qu'on va se retrouver finalement avec beaucoup de sous-réseaux individuels à l'intérieur des écoles de management public qui gagneraient à être articulés ensemble finalement pour un meilleur rayonnement local. Là, je reste au niveau local, ne serait-ce que local, de l'institution, avant de parler du niveau international, puisque la recherche en elle-même, par les travaux des différents chercheurs, ils peuvent avoir un rayonnement pendant les publications et les conférences des manifestations scientifiques auxquelles ils appartiennent. Ils ont de manière individuelle un rayonnement qui peut être beaucoup plus international que celui de l'institution. Donc, il y a une notion ici de fédération de ces sous-réseaux individuels à l'intérieur des écoles de management public, en tout cas celles que j'ai pu observer, qui est vraiment nécessaire pour qu'on puisse parler à ce moment-là de véritable rayonnement international. Cette composante du capital social, donc institut personnel, existe aussi bien sûr dans les écoles de management privées que j'ai pu étudier.
Et dans ce contexte-là, ce capital social est davantage, si vous voulez, encadré, développé, notamment avec des primes, des incitations à la publication, des incitations à l'organisation de manifestations. Donc, on va en fait encourager les initiatives personnelles et ensuite les faire remonter au niveau institutionnel. C'est-à-dire que dans les écoles privées, ce que j'ai pu voir, c'est que le réseau personnel sert finalement au rayonnement global de l'organisation. Donc, d'une manière générale, ce qu'on a pu voir, c'est que le processus de décision ici dans la démarche d'internationalisation est vraiment basé, on parle de stratégie en tant que telle, ça va être la capacité du manager à pouvoir en fait agir sur ce qu'il peut contrôler et à fédérer dans le public les sous-réseaux individuels et dans le privé à donner vraiment les conditions de réussite pour pouvoir dynamiser davantage les initiatives individuelles. Donc, du point de vue de la spécificité qu'on peut faire de ces différentes catégories d'écoles, on peut voir que dans les écoles privées, les activités internationales et de recherche, comme je l'ai dit, vont contribuer à alimenter le positionnement global. Et puis, l'appartenance à un groupe, notamment, comme je disais, ma préoccupation était plutôt sur des groupes, des écoles qui appartiennent à un groupe. Donc, l'appartenance à un groupe donne davantage aux écoles des moyens de mettre en œuvre rapidement les changements décidés ou imposés. Dans le public, c'est plutôt une question de tension qui va exister entre la logique entrepreneuriale des acteurs et la rigidité de la bureaucratie professionnelle de l'université. Et puis, encore une fois, le manque, l'absence, la timidité du pilotage des sous-systèmes qui peuvent entraîner malheureusement le découragement, une forme d'inertie chez les acteurs et plus généralement parfois des comportements opportunistes. Donc finalement, pour les écoles privées, l'appartenance à un réseau du type IAE apparaît comme une forme de relais pour créer des synergies institutionnelles, notamment au niveau national, pourquoi pas au niveau international, si on joue davantage sur la logique individuelle du capital social. Donc, voilà, pour conclure, ce que la recherche a mis en avant, c'est justement ces deux niveaux du capital social et dans le privé, la capacité que l'institution va avoir à pouvoir jouer sur les deux niveaux, de pouvoir bénéficier de ces réseaux-là et dans le public, la nécessité de davantage piloter et coordonner finalement les sous-systèmes individuels pour pouvoir avoir une forme d'existence, de consolidation du rayonnement local au niveau, bien sûr, encore une fois, du rayonnement international et au-delà du local, bien sûr, également dans le rayonnement au-delà de la nation de France, puisqu'on parle d'international. Voilà ce que j'ai souhaité partager avec vous aujourd'hui. Comme l'a dit Christophe, je vais vous présenter l'histoire d'une école de commerce par le prisme de l'histoire de ces réseaux. Aujourd'hui, dans la presse, les écoles de commerce sont régulièrement mises en avant pour les réseaux qu'elles ont su tisser au cours du temps avec leurs diplômés, avec les entreprises, avec les pouvoirs publics, avec les partenaires académiques, avec les agences d'accréditation et bien d'autres. Parmi tous ces réseaux, certains de ces réseaux, les réseaux d'anciens et les réseaux d'entreprises, sont même réputés pour être une force distinctive des écoles de commerce privées en comparaison avec les universités publiques. Cette situation qui nous semble aller de soi aujourd'hui mérite d'être remise en question d'un point de vue historique, parce que lorsque les premières écoles de commerce privées sont apparues en France au début du XIXe siècle, elles n'avaient pas à leur disposition tous ces réseaux et elles ont dû les construire. Quels réseaux ont-elles construits en premier lieu et pourquoi? Comment et à partir de quand ces réseaux sont-ils devenus indispensables au développement des écoles de commerce privées? C'est des questions auxquelles je vais tenter de répondre en vous présentant le cas de l'ESCP Business School, qui est la doyenne mondiale des écoles de commerce, puisqu'elle a fêté ses 200 ans en 2019.
Ma présentation s'organisait en 3 temps qui représentent les 3 différentes périodes au cours desquelles se sont constitués progressivement les différents réseaux de soutien ou d'influence de l'ESCP. L'ESCP ouvre ses portes à Paris en octobre 1819. Elle est créée par 2 hommes, Amédée Brodard et Germain Legré, qui sont 2 anciens militaires reconvertis dans l'industrie du textile. À l'époque, ces 2 hommes font le constat que l'instruction commerciale en France est délaissée, alors même que les débuts de l'industrialisation exigent une main-d'œuvre qualifiée pour la servir. Il faut dire qu'à l'époque, il existe quelques formations commerciales d'initiation. Elles sont dispensées par les écoles de commerce secondaires ou par des écoles d'ingénieurs. L'ennui, c'est que ces formations sont très peu nombreuses et elles sont très brèves, puisque la durée de la formation n'y dépasse pas 9 mois. En termes stratégiques, on pourrait dire que le secteur de l'enseignement commercial, à l'époque, constitue un océan bleu, un océan vierge de toute concurrence. Alors, fort de ce constat, Amédée Brodard et Germain Legré vont créer une école de commerce de niveau supérieur pour des jeunes garçons âgés de 15 ans au minimum, ayant achevé leur scolarité secondaire, désireux de passer 2 ou 3 ans de leur vie uniquement pour développer des qualités commerciales, et ce, en compagnie d'élèves internationaux. De ce fait, ils vont créer le SCP sur leur fortune personnelle, mais très vite, ils vont être confrontés à un certain nombre de difficultés, puisque au cours de ces 10 premières années, le SCP va menacer à 3 reprises de fermer ses portes, faute d'argent. Heureusement, en 1830, elle est rachetée par un économiste, Adolphe Blanqui, qui en fait toujours une école de commerce, mais aussi une entreprise familiale, et ce pendant une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années au cours desquelles l'école va traverser 3 régimes politiques, 2 révolutions parisiennes et une épidémie de choléra particulièrement meurtrière. Dans ces conditions, à l'école, le nombre d'élèves a fortement fluctué et donc les revenus de l'école ont fortement fluctué, tout simplement parce que l'école était régulièrement désertée par les élèves, surtout les élèves étrangers et les élèves de la province. En termes stratégiques, l'objectif de la direction de l'école à l'époque, c'était d'assurer la survie de l'école pour s'implanter sur un marché pionnier. Alors, comment est-ce qu'on en vient au réseau? Les directeurs propriétaires de l'école, pour assurer le développement de l'ESCP, ont d'abord pensé à solliciter les réseaux des pouvoirs publics. Leur objectif était de faire reconnaître l'école par l'État et de la faire reconnaître comme un établissement d'enseignement supérieur. Ça leur aurait permis de bénéficier de subventions publiques et aussi de bourses pour les élèves. Pour y parvenir, les directeurs propriétaires ont sollicité les membres du gouvernement, ils ont sollicité les députés, ils ont invité le ministre du Commerce à venir visiter l'école, ils ont installé des bustes des rois Bourbons dans la salle des fêtes de l'ESCP et ils ont décidé que toutes les cérémonies de diplôme devaient se terminer au cri de « Vive le roi, vive le roi ». Malheureusement, en dépit de toutes ces tentatives de rapprochement avec les pouvoirs royaux, le gouvernement a toujours refusé de reconnaître l'école. Pour 2 raisons principales. La première, c'est que les fondateurs étaient réputés pour être des comploteurs. Germain Legré et Amédée Brodard étaient des admirateurs fervents de Napoléon Ier. Et ils avaient écrit des poèmes et des livres en l'honneur de Napoléon. L'un des 2, Germain Legré, était même franc-maçon ouvertement, et ça inquiétait les hommes politiques. Deuxième raison pour laquelle le gouvernement n'a pas reconnu l'ESCP, par ses ambitions, être une école de commerce internationale pour diffuser les principes du libéralisme économique, les pouvoirs publics ont craint que l'ESCP ne se transforme en tribune critiquant le pouvoir royal. Voilà pourquoi, durant ce premier demi-siècle, l'école a rencontré souvent de l'hostilité ou au mieux de l'indifférence au sein du gouvernement. C'est uniquement en fin de période, vers 1850, que le ministre du Commerce a daigné venir à l'ESCP 2 fois et a accepté de verser quelques demi-bourses pour certains élèves. Face à cet échec, les directeurs propriétaires ont cherché à solliciter un 2e réseau de soutien, les milieux du négoce. Ils ont contacté des banquiers, des industriels, des économistes comme Jean-Baptiste Say ou Michel Chevalier, et certains de ces hommes ont accepté de soutenir l'école en étant parrain symbolique, en présidant les jurys de fin d'études, en recrutant des diplômés ou même en prêtant de l'argent à l'école. L'ennui de ce premier réseau de soutien de nature économique, c'est qu'il s'agissait, comme on a
on vient de le voir avec Aimé, il s'agissait de réseaux personnels et pas de réseaux institutionnels. En d'autres termes, ce n'était pas les banques ou les entreprises en tant que telles qui soutenaient le SCP, mais simplement des employés au sein de ces organisations. Des employés qui entretenaient des liens d'affaires ou des liens d'amitié avec les directeurs. Or, quand les directeurs quittaient la direction, généralement à leur décès, eh bien, les hommes d'affaires se désintéressaient de l'ESCP et ne la soutenaient plus du tout. Donc, sur cette première période, les directeurs ont cherché à solliciter des réseaux de soutien de nature politique et économique, mais en vain. De manière assez étrange, les élèves, les enseignants et les diplômés, qui étaient pourtant les parties prenantes internes les plus concernées par une éventuelle fermeture de l'école, ne sont pas du tout intervenus pour créer des réseaux de soutien en faveur de l'ESCP. Pour des raisons simples, les élèves à l'époque étaient très jeunes, ils avaient 15-16 ans, et surtout, contrairement à aujourd'hui, ils n'étaient pas considérés comme les co-auteurs de leur formation. Il était inimaginable, dans les années 1820-1850, que les élèves puissent se fédérer en association ou puissent élire des délégués de promotion pour porter leur voix auprès de la direction générale. Pour les enseignants, à l'époque, ils étaient tous des professeurs vacataires, issus soit de l'enseignement secondaire, soit des milieux professionnels. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas du tout faire carrière à l'ESCP et donc ils n'ont pas cherché à s'investir dans la gestion d'entreprises familiales. D'ailleurs, même s'ils l'avaient voulu, ils n'auraient pas pu parce qu'à l'époque, la structure de l'ESCP, si on reprend la typologie d'Henri Mintzberg, était plutôt celle d'une structure simple, c'est-à-dire que tout le pouvoir de décision était entre les mains du sommet stratégique, c'est-à-dire les directeurs propriétaires. Les professeurs n'avaient pas leur mot à dire. Enfin, les diplômés ont tenté à 2 ou 3 reprises de créer un réseau de soutien. Ils ont voulu créer une amicale des anciens élèves dans les années 1820. Malheureusement, ils se sont heurtés à 3 reprises à un refus du préfet de police de Paris qui craignait que cette amicale ne se transforme en tribune politique pour critiquer le gouvernement. Pour conclure sur cette première période, on peut dire que si le SCP a survécu au cours de ces 50 premières et difficiles années, ce n'est pas grâce au pouvoir public ou aux entreprises que la direction a sollicité en vain, ce n'est pas grâce aux élèves, aux enseignants ni aux diplômés qui n'ont pas créé de réseau de soutien, faute de volonté ou faute d'autorisation, c'est grâce à Adolphe Blanqui et à son successeur qui ont investi toute leur expérience, leur fortune et leur santé au service de l'école. Et cette situation va changer en 1869, va s'ouvrir une deuxième période lorsque Jane Blanqui, la fille d'Adolphe Blanqui, va hériter de l'école. À l'époque, elle a 17 ans, elle est mineure juridique et elle n'a aucune connaissance dans la gestion de l'entreprise familiale. Elle va donc vendre l'ESCP à la Chambre de commerce de Paris. Comme la Chambre de commerce de Paris à l'époque est une organisation parapublique reconnue par l'État, l'ESCP va bénéficier par son intermédiaire d'une tribune pour se faire reconnaître par l'État à son tour. Et à partir des années 1870, eh bien, le ministre du Commerce va venir régulièrement à l'ESCP, en moyenne tous les 2 ou 3 ans. Il va signer les diplômes délivrés par l'école et il va verser non plus des demi-bourses, mais des bourses complètes à près de la moitié des étudiants. Et ce, pour montrer que le gouvernement soutient pas seulement le SCP, mais l'enseignement commercial plus généralement. Il faut rappeler qu'au début des années 1870, la France a été vaincue face à la Prusse lors de la guerre de 1870-71, et après la défaite, le commerce a été reconnu par les pouvoirs publics comme un moyen de relèvement national. Et donc, à partir de là, le gouvernement va chercher à créer avec les chambres de commerce de France un réseau administratif d'écoles de commerce consulaires reconnues par l'État. La construction de ce réseau va prendre du temps pour des raisons que je ne détaille pas ici, mais elle va déboucher en 1890, lorsque, pour la première fois dans l'histoire de France, le gouvernement va reconnaître 6 écoles de commerce, dont l'ESCP. En contrepartie de cette reconnaissance, le gouvernement va s'immiscer dans la gestion des écoles, puisque c'est le gouvernement qui va déterminer le programme de cours, les volumes horaires, le calendrier scolaire et les procédures d'admission et de diplomation. Mais en contrepartie de cette immixtion des pouvoirs publics dans la gestion des écoles supérieures de commerce reconnues par l'État, eh bien, les écoles vont pouvoir bénéficier d'une faveur très importante, puisque leurs diplômés pourront être dispensés partiellement de service militaire.
Ils pourront n'effectuer qu'une seule année de service militaire au lieu de 3 ans de service militaire. Et cette mesure va rendre les écoles de commerce reconnues par l'État très attractives. Le SCP va voir ses effectifs pratiquement triplés, passant de pratiquement 100 étudiants en 1870 à pratiquement 300 en 1900. Deuxième étape très importante dans la structuration d'un réseau administratif d'écoles de commerce reconnues par l'État, l'année 1947. En 1947, ces écoles sont reconnues comme des établissements d'enseignement supérieur. En contrepartie, le gouvernement va s'impliquer encore davantage dans la gestion de ces écoles, puisque le gouvernement va décider de la création des options de spécialisation en fin de 2e ou de 3e année, et le gouvernement va imposer des examens de fin d'études nationaux afin que toutes les écoles de commerce reconnues par l'État délivrent un seul et même diplôme, un diplôme national, le DESCAP. Alors, on voit donc qu'au cours de cette deuxième période, le SCP est désormais soutenu par les pouvoirs publics, elle est désormais soutenue par les entreprises par l'intermédiaire de la Chambre de commerce de Paris. Qu'en est-il des élèves, des enseignants et des diplômés? Au cours de cette période, ces parties prenantes sont restées encore étrangères à la gestion de l'école. Mais elles vont amorcer la création de réseaux de soutien qui seront très utiles par la suite. Les diplômés, en 1872, vont créer une amicale des anciens élèves. L'objectif de celle-ci est de proposer un service de placement aux diplômés. Il ne s'agit pas du tout de s'immiscer dans la gestion de l'école, dans la pédagogie, la stratégie ou le financement. Les élèves et les enseignants vont attendre les années 1950 pour créer des réseaux d'influence au sein de l'école. Pourquoi est-ce qu'ils attendent aussi longtemps? Bien pour les mêmes raisons qu'antérieurement. Avant les années 50, les élèves sont très jeunes, sont des écoliers, pas des étudiants, et les professeurs sont uniquement des vacataires. La situation va changer dans les années 50. Les élèves vont créer une association des élèves. L'objectif de celle-ci est uniquement d'organiser des événements festifs, pas du tout de s'impliquer dans la gestion de l'école. Pareillement, les enseignants vont créer dans les années 50 une amicale des professeurs pour développer les liens entre les professeurs vacataires. Mais il ne s'agit pas du tout de s'immiscer dans la gestion de l'école, car même s'il avait voulu, la structure de l'école à l'époque ne s'y prêtait pas, puisque si on reprend la typologie d'Henri Mansberg, le SCP correspond à ce qu'on pourrait appeler une bureaucratie mécaniste, c'est-à-dire que le pouvoir de décision est détenu par la technostructure de la Chambre de commerce de Paris, qui à l'époque gère pratiquement une trentaine d'écoles, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, écoles de coiffure, écoles de mode, écoles de cuisine. Et les professeurs n'ont pas leur mot à dire. Pour conclure sur cette deuxième période, on peut dire que entre les années 1869 et 1969, le SCP a parvenu à atteindre les objectifs que ses fondateurs lui avaient fixés au début du XIXe siècle. Elle a été reconnue par l'État, elle a été élevée au rang d'établissement d'enseignement supérieur, et ce, grâce au réseau d'écoles de commerce reconnues par l'État, qu'on appelle en fin de période le réseau des subdeco. En quelque sorte, ce réseau des subdeco a été le levier d'Archimède de l'ESCP. Mais en même temps, ce réseau est devenu très contraignant, puisque toutes les écoles qui sont membres du réseau des subdeco ne peuvent pas se démarquer entre elles. Or, à l'époque, il existe 3 écoles de commerce en France qui sont reconnues par l'État, qui sont très prestigieuses, mais qui ne sont pas membres du réseau des subdeco. Il s'agit de HEC, l'ESSEC et l'EDEC, qui ont pu construire des stratégies pour se différencier. Et le SCP va décider de leur emboîter le pas en quittant la première, en 1969, le réseau des subdeco. En quittant le réseau des subdeco en 1969, ce qui a donné lieu à toutes sortes de manifestations festives, comme vous pouvez voir ici un étudiant portant le grand costume d'apparat des ESCPiens. En quittant ce réseau, la direction générale de l'école récupère un pouvoir d'autodétermination stratégique qu'elle avait perdu depuis des décennies. Mais il faut dire qu'à l'époque, le contexte a changé. L'école doit s'affirmer dans un contexte qui est beaucoup plus concurrentiel qu'auparavant, puisque à la fin des années 50 sont apparus les instituts d'administration des entreprises. 10 ans plus tard sont apparues les facultés de gestion. Et sur la période, le nombre d'écoles de commerce reconnues par l'État a considérablement augmenté. Il y en avait 6 en 1900. 90 ans plus tard, il y en a pratiquement une trentaine. L'enjeu pour l'école est donc de s'affirmer sur ce qui est devenu un océan rouge. Et pour s'affirmer sur cet océan, eh bien, la direction générale
va contribuer à la formation de réseaux de soutien pilotés par les élèves, les enseignants et les diplômés. On va commencer par le réseau d'influence des élèves. En 1900, au début des années 70, les élèves de l'ESCP vont créer une association qui a pour but d'infléchir la stratégie de l'école. Ça s'appelle le Conseil de la vie scolaire. Il ne s'agit pas du tout d'organiser des événements festifs. Alors pourquoi au début des années 70 ? Parce que la Chambre de commerce, que vous avez ici représentée sous les traits d'un curé, a décidé de faire de l'ESCP une école mixte pour les garçons et pour les filles. À l'époque, toutes les écoles de commerce de France sont mixtes, sauf les plus prestigieuses, HEC, l'ESSEC et l'ESCP. Pour ne pas paraître rétrograde, la Chambre de commerce de Paris décide de fusionner l'ESCP, école de garçons, avec une autre école de commerce réservée aux filles, HEC Jeunes Filles. Une majorité d'étudiants de l'ESCP s'oppose à cette fusion. Et par l'intermédiaire du Conseil de la vie scolaire qu'ils viennent de créer, ils vont déclarer une grève générale de tous les étudiants pendant 3 semaines. Et cette grève générale va être relayée par la presse nationale. À la fin de ce conflit, les élèves n'obtiennent pas complètement satisfaction, l'école est rendue mixte, mais elle n'est pas fusionnée avec HEC Jeunes Filles. Dans tous les cas, la direction générale a perçu le pouvoir de nuisance du réseau des élèves. Et pour éviter que ce genre de conflit se renouvelle à l'avenir, désormais, les élèves ont des représentants élus dans la plupart des instances de gouvernance de l'école. Deuxième réseau d'influence qui apparaît au début des années 70, le réseau des enseignants. En 1969, la direction générale crée un corps professoral permanent. Pour la première fois, des enseignants-chercheurs sont recrutés à titre exclusif par l'ESCP avec la possibilité de faire carrière à l'école. Ce changement de paradigme va inciter les professeurs à se constituer un réseau d'influence à l'école. Et ce réseau d'influence va naître en 1980. Ça s'appelle l'Association des professeurs, qui est une association de type loi 1901 et qui remplace l'ancienne amicale des vacataires. Il a fallu attendre une dizaine d'années, le temps que le corps professoral permanent se densifie. Il y en avait 3 en 1969 et pratiquement 70 10 ans plus tard. L'objectif de l'association des professeurs, c'est de peser sur la stratégie de l'école, notamment pour tout ce qui concerne la pédagogie, la recherche, la création de programmes et aussi pour que les professeurs aient leur mot à dire lorsqu'on nomme le directeur général. Tout cela était impossible auparavant parce que les professeurs n'avaient ni statut ni tribune pour s'exprimer. On voit donc qu'à partir de cette époque, l'ESCP va progressivement devenir une bureaucratie professionnelle, c'est-à-dire que la Chambre de commerce de Paris va déléguer une partie croissante de ses prérogatives aux enseignants-chercheurs. C'est depuis cette époque que tous les directeurs généraux de l'école doivent être enseignants-chercheurs avec un doctorat et, si possible, avoir été enseignants-chercheurs à l'ESCP. Enfin, le réseau des diplômés va aussi devenir un réseau d'influence nettement plus important que par le passé, parce qu'en 1970, la loi Delors sur le droit à la formation continue de tous les salariés est en discussion à l'Assemblée nationale. Avant même que la loi ne soit votée, le réseau des diplômés, avec la direction générale, lance le premier programme de formation continue à l'ESCP. C'est la première fois en 150 ans que le réseau des diplômés s'implique dans la pédagogie de l'école. Et le succès de ce programme va être tel qu'une dizaine de programmes de formation continue vont être créés dans les années 70. Il faudra même créer une direction de la formation continue à l'ESCP. La direction générale de l'école va même se servir du réseau des diplômés comme de son cheval de Troie pour se constituer un autre réseau de soutien auprès des entreprises. Depuis que l'ESCP a été créé en 1819, les entreprises ont toujours été importantes parce que ce sont des fournisseurs de vacataires, de stages, d'emplois et de taxes d'apprentissage. Mais jusqu'au dernier tiers du XXe siècle, les entreprises n'étaient pas des contributeurs financiers de première importance pour l'ESCP. Bien sûr, c'était des contributeurs financiers indirects via la Chambre de commerce de Paris, mais ce n'étaient pas des contributeurs financiers de premier ordre. Or, au début des années 1970, la Chambre de commerce de Paris décide de rationaliser son portefeuille de formation et elle décide de diminuer le montant de ses subventions à l'ESCP. La dotation budgétaire de la Chambre de commerce de Paris représentait environ 75% du budget de l'école dans les années 60. Seulement 35% dans les années 90, 11% en 2018 et depuis 2021, 0%.
Dans ces conditions, la direction générale a cherché à intéresser les entreprises au financement de l'ESCP avec l'aide du réseau des diplômés, en multipliant les réseaux de formation, les diplômes, les formations continues à la demande, en créant des programmes de mécénat, en créant des professorships et puis des chaires d'entreprise. La première est créée en 2002. Aujourd'hui, le SCP en compte une dizaine. Enfin, dernier réseau d'influence important pour l'école, les partenaires académiques français. Le SCP quitte le réseau des Subdeco en 1969 et au début des années 70, elle rejoint la conférence des grandes écoles. Il s'agit d'un réseau académique qui a été créé en 1973, créé par 11 écoles d'ingénieurs et une école de commerce, HEC. L'objectif du réseau, c'est de coordonner l'évolution des grandes écoles dans l'enseignement supérieur. Un an après HEC, le SCP intègre le réseau et ça va être très important pour elle à 3 niveaux. Sur le plan pédagogique, l'adhésion à la CGE va permettre à l'ESCP de densifier son programme de formation en proposant des labels qui sont la propriété de la CGE, comme les masters spécialisés et les Masters of Science. Sur le plan financier, l'adhésion de l'ESCP à la CGE va lui permettre de mutualiser certains de ses coûts de fonctionnement. Jusqu'à présent, l'école organisait seule ses concours de recrutement pour les candidats étrangers. Grâce à la CGE, elle va créer le concours SIAM, où d'autres écoles membres de la CGE vont aussi contribuer financièrement pour organiser ce concours, pour recruter elles aussi leurs candidats étrangers. Et enfin, le troisième levier le plus important est le levier politique. Grâce à l'adhésion à la CGE, l'ESCP va faire entendre sa voix et va parvenir à ce qu'en 1995, la durée des classes préparatoires commerciales soit portée à 2 ans et non plus à une seule année. Ça veut dire que désormais, les écoles de commerce vont délivrer un diplôme de niveau Bac+5, comme pour les écoles d'ingénieurs. Et c'est d'ailleurs au milieu des années 90 que le mémoire de fin d'études va devenir obligatoire pour tous les étudiants de l'ESCP. L'ESCP va conclure bien d'autres partenariats avec des établissements français. L'un des plus importants, c'est celui qui a été signé en 2012 avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En vertu de ce partenariat, est créée une école doctorale commune qui permet à l'ESCP de délivrer un PhD, donc diplôme privé. Ce PhD est désormais reconnu comme un diplôme national de doctorat en gestion. Bien sûr, l'ESCP va aussi multiplier les partenariats académiques à l'étranger, mais uniquement à partir des années 70. Avant, elle n'avait pas le statut d'établissement d'enseignement supérieur et surtout, elle n'avait pas assez d'enseignants-chercheurs pour être intéressante pour des universités à l'étranger. 10 partenariats sont signés dans les années 70, une trentaine dans les années 90 et environ 150 aujourd'hui. La dernière évolution qui est très importante pour l'internationalisation de l'ESCP, c'est sa fusion en 1999 avec une autre école de commerce consulaire, l'EAP, qui détenait des campus à l'étranger. Grâce à cette fusion, l'ESCP va devenir une école réseau avec des campus en Europe, à Berlin, à Londres, à Turin, à Madrid et à Varsovie. Initialement, ce réseau de campus est piloté depuis Paris, puisque c'est le campus de Paris au centre qui coordonnait les activités, les ressources et les compétences pour tous les campus. Mais depuis 2018, la configuration a changé. Le SCP n'est plus un réseau de campus piloté depuis Paris, c'est désormais un réseau de campus administré de manière collégiale par l'ensemble des directeurs des campus qui doivent adhérer à une charte de gouvernance qui définit les droits et les obligations de chacun. On voit donc que le SCP n'est plus une école de commerce française ayant des campus en Europe, c'est de plus en plus une école de commerce européenne ayant des campus en France, un double campus à Paris. Pour conclure sur cette troisième et dernière période, on peut dire que 2 évolutions majeures se sont produites. La première, des réseaux de soutien interne pilotés par les élèves et les enseignants ont émergé au sein de l'école, tandis que la direction générale a mené une politique de réseautage très active auprès des entreprises et des partenaires académiques en France et à l'étranger. En conclusion, je pense qu'on peut tirer 2 enseignements de ce long panorama historique. Le premier enseignement est assez intuitif. Plus l'environnement devient concurrentiel, plus la direction générale a intérêt à multiplier les partenariats en France et à l'étranger.
C'est donc la stratégie qui a un impact sur la naissance ou la transformation ou la disparition des réseaux auxquels l'école adhère. On l'a vu par exemple avec le réseau des subdeco. Mais la stratégie n'est pas suffisante à elle seule pour expliquer la naissance ou la disparition des réseaux. L'organisation a aussi un rôle très important à jouer. On a vu que pendant un siècle et demi, les élèves et les enseignants n'ont pas créé de réseau d'influence ou de réseau de soutien à l'ESCP parce que la structure de l'école ne s'y prêtait pas du tout. Tant que l'école était une structure simple ou une bureaucratie mécaniste, les enseignants n'avaient pas leur mot à dire dans la gestion de l'école. D'ailleurs, dans les années 50, plusieurs professeurs vacataires avaient été voir le directeur de l'école pour l'informer que les écoles de commerce américaines avaient mis en place de nouveaux programmes de cours, avec des cours de management, des cours de psychologie, des cours de marketing, et ils avaient invité le directeur de l'école à réformer le programme de cours de l'ESCP. Et le directeur leur avait dit, ce n'est ni aux enseignants, ni à moi, directeur, de réformer le programme de cours de l'école. L'école est une école de la chambre de commerce, c'est la chambre de commerce qui voit. Et c'est la chambre de commerce qui valide avec le gouvernement. Désormais, depuis que l'école est une bureaucratie professionnelle, les enseignants-chercheurs ont désormais leur mot à dire sans nécessairement avoir l'aval de la chambre de commerce ou du gouvernement. Le deuxième enseignement n'est pas un constat, c'est plutôt une mise en garde. S'il existe d'un côté les réseaux que la direction générale cherche à rejoindre pour soutenir ses objectifs, comme les réseaux de la CGE, et s'il existe d'un autre côté les réseaux parallèles de soutien que les élèves ou les enseignants créent pour développer l'école, alors il faut s'assurer que ces différents réseaux convergent bien vers le même objectif stratégique pour l'école. En d'autres termes, généralement, les réseaux parallèles sont des alliés de la direction générale, mais ils peuvent très bien se retourner contre elle. Au début des années 1970, quand la direction de l'école a décidé de délocaliser l'ESCP en banlieue, puis de la rebaptiser, le réseau des diplômés est monté au créneau avec succès, en mobilisant deux armes particulièrement redoutables. La première, c'est le pouvoir de lobbying des diplômés devenus patrons de grandes entreprises et qui ont l'oreille des cabinets ministériels. Et la deuxième arme, qui est tout aussi efficace, c'est le blocage du versement de la taxe d'apprentissage. On voit donc par cet exemple que désormais, le réseau des anciens peut infléchir la stratégie de l'école. Et ça veut donc dire que les réseaux alliés d'aujourd'hui seront peut-être les ennemis de demain. Par le passé, plusieurs écoles de commerce ont déjà fermé leurs portes parce qu'elles avaient été torpillées par leur réseau d'enseignants, de diplômés ou même d'élèves qui ne se reconnaissaient plus du tout dans le projet porté par la direction générale. Ça a notamment été le cas de l'École supérieure de commerce d'Anvers ou de l'École de commerce de Saint-Pétersbourg. Pour le moment, ça n'a pas été le cas de l'ESCP, mais comme on dit, les événements passés ne préjugent pas des situations à venir. L'histoire nous invite donc à la vigilance. Donc oui, bon, là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc ça a déjà fait l'objet de plusieurs publications, notamment quelques années dans la Revue française de gestion, dans le cadre d'un numéro thématique dédié à l'impact de la recherche. Un article qui a été vulgarisé de différentes façons, et puis aussi dans le cadre de travaux que j'ai menés à la conférence des grandes écoles, puisque j'étais animatrice du groupe des directeurs de recherche du chapitre des écoles de management. Donc en fait, on devait travailler tous ensemble, voilà, de concert sur l'excellence académique, mais également l'impact de la recherche. Donc là, lorsque je parle d'impact de la recherche, là très précisément, c'est de l'impact au-delà de la communauté académique. Donc on sort de l'impact factor et de toutes les modalités d'évaluation purement scientifique des contributions intellectuelles. Là, on s'interroge en fait sur l'utilité de la recherche. Et donc, qui dit impact de la recherche au-delà de la communauté académique, donc en fait, sous-tend une vision de la recherche qui se doit d'être utile et accessible. Et donc, en fait, ça va générer un ensemble d'injonctions paradoxales, puisque notamment, donc là, je vais focaliser sur le cas des écoles privées, donc de la conférence des grandes écoles, donc grande école de management. Donc, on a bien évidemment des obligations de publication académique et d'excellence scientifique, mais de plus en plus de vulgarisation. On doit démontrer voilà,
notre utilité pour les praticiens, pour les étudiants. Donc, tout ceci est façonné, on va en parler de nouveau, par les accréditations. Donc voilà, donc moi je suis directrice de la recherche depuis plus de 12-13 ans. Donc je pratique les accréditations, hein, puisque je participe à l'élaboration des self-reports, des rapports d'auto-évaluation. Bon, je me suis dit, voilà, j'avais plus beaucoup de temps pour mon activité de publication individuelle, donc je me suis dit, pourquoi ne pas publier sur un sujet que je pratique tous les jours et trouver des synergies. Et parfois, ça fait du bien aussi d'aller dans la littérature scientifique pour analyser ce qu'on est en train de faire dans la vie de tous les jours. Ça permet de prendre oui, du recul, excuse-moi. Oui. Donc, du coup, juste ici. Ouais. Ou pas. Sinon, je me mets debout, il n'y a pas de souci, hein, si c'est plus. Voilà, ça a fonctionné avec. Bon, ben voilà, c'est terminé. Une belle entrée en matière, mais voilà. Et voilà. Donc, rien que sur l'introduction. Ok. Voilà. Parfait. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Donc, en fait, l'objectif de cette présentation, c'est d'insister sur l'importance grandissante de la notion d'impact dans l'élaboration des stratégies de recherche des écoles de management françaises. Donc, impact, comme je l'ai dit, au-delà de la communauté académique. Donc, bien évidemment, cette importance grandissante, elle s'inscrit dans un contexte, celui des accréditations internationales, notamment les accréditations américaines, donc l'accréditation américaine ACSB et l'accréditation européenne, je montrerai un peu plus en détail tout à l'heure, le FMD. Donc, en fait, les différents organismes d'accréditation intègrent dans leur grille d'évaluation la nécessité de caractériser et de mesurer l'impact de l'activité de recherche sur le monde des affaires et sur la société. Donc voilà, cette notion d'impact de la recherche, on l'entend très très souvent et à l'heure actuelle, elle fait place à une nouvelle notion. Là, on en entend de plus en plus parler. Ce sera l'objet, je pense, d'un prochain article en ce qui me concerne. On va parler de recherche responsable aussi, au sens de utile, accessible, pluridisciplinaire et qui intègre des préoccupations sociétales. Donc, cette nécessité de caractériser, de mesurer l'impact, en fait, elle est justifiée par l'apparition de nouvelles contraintes budgétaires, parce qu'on a parlé du public et de certaines limites financières, mais il y a aussi des contraintes budgétaires en école privée, et donc on doit rendre des comptes plus précis à nos parties prenantes en matière de retour sur investissement, puisque la recherche a un coût important en termes de recrutement, en termes de primes, par exemple, des publications. Donc, il faut justifier l'importance de cette activité pour les étudiants et puis aussi pour les parents qui financent les études, la scolarité, et puis bien évidemment l'importance de la recherche pour les praticiens, puisque nous sommes une école de management, donc il est très important que nos recherches s'enracinent dans des préoccupations managériales existantes et importantes. Donc finalement, cet objectif d'impact, il a généré de nouveaux défis pour les écoles de management. Moi, j'ai surtout insisté sur l'impact en termes de management des contributions intellectuelles et le management des relations avec les parties prenantes. Donc là, ce sera la dimension plus réticulaire, je dirais, plus réseau. Donc, les parties prenantes pour une grande école de management étant les étudiants, les parents, les praticiens, les instances locales, l'écosystème territorial, etc. Donc, cet objectif d'impact, d'utilité de la recherche et d'accessibilité, il va générer des injonctions paradoxales qui va résulter d'une diversité d'impacts à mettre en œuvre, puisque donc on parle d'impact de la communauté académique, mais également coexiste l'excellence scientifique, c'est la légitimité de notre activité de recherche. Donc voilà, il va falloir jongler entre différents objectifs, à la fois d'excellence scientifique, de rigueur scientifique, mais également de pertinence et d'utilité pour le praticien. Donc, dans ma présentation, je vais la structurer de la façon suivante, il faut que j'y pense.
Je vais d'abord présenter des éléments de définition de l'impact de l'activité de recherche. Ensuite, je m'attacherai aux incidences de cet impératif d'impact sur l'organisation et l'évaluation de l'activité de recherche des écoles de management. Et je terminerai par une phase de recommandations managériales. Alors, tiré de la littérature scientifique, mais aussi tiré de la vie quotidienne dans une grande école de management. Donc, quelques éléments de définition. Tout d'abord, issus de la littérature académique. Donc là, je vais me focaliser sur le rôle de la recherche dans les écoles de management. Qu'est-ce que nous dit depuis plusieurs années la littérature scientifique sur le rôle de la recherche? Il a évolué. Hein. Tout à l'heure, Adrien, tu présentais justement l'activité de l'ESCP. Bon, la recherche n'était pas tout de suite dans l'ADN, hein, historiquement parlant. Hein. Le but, c'était aussi de former des professionnels. Bon, voilà, la recherche a pris un rôle prépondérant au fur et à mesure. Et aussi des enseignements que moi, je trouve intéressants qui sont tirés de la littérature institutionnelle et qui émergent des organismes d'accréditation, puisque finalement, ces organismes d'accréditation vont avoir une grosse influence sur la façon dont on évalue l'activité de recherche de façon collective ou bien individuelle. Donc, évaluation de laboratoire, mais évaluation aussi individuelle de nos chercheurs. Alors, sur le rôle de la recherche dans les écoles de management, donc là, du coup, je ne vais faire que répéter ce qu'ont dit mes camarades tout à l'heure, donc Aimé et Adrien. Donc, les écoles de management, elles évoluent dans un champ hautement concurrentiel. Il y a une littérature assez abondante sur le sujet. Voilà, en tant que partie prenante à une école, on le vit tous les jours. Donc, les coûts de la recherche, de l'innovation pédagogique, de l'internationalisation et des accréditations, excusez-moi, c'est la vie quotidienne qui parle, et des accréditations entraînent une remise en cause profonde du business model des écoles de management, hein, des travaux sur le business model des écoles. Donc, tous ces challenges, en fait, vont rendre particulièrement complexe la prise de décision stratégique. Alors, sur un marché qui va être dominé, on en a parlé tout à l'heure, par des effets de réputation dans les médias ranking. On parle des accréditations, mais également, bien évidemment, les classements qui sont opérés par les journalistes, surtout par la pression, notamment nationale, hein, française. Et ces effets de réputation aussi sont générés par les stratégies d'institutionnalisation qui sont matérialisées par l'obtention et le maintien d'accréditation internationale. Donc, quand je parle de stratégie d'institutionnalisation d'écoles de management, donc là, je pense précisément aux accréditations internationales. Donc, ces stratégies d'accréditation, en fait, elles sont indispensables pour affronter la compétition internationale. Donc, voilà, de temps en temps, certaines écoles osent s'affranchir de leur influence. On a vu tout à l'heure avec le cas de l'ESCP par rapport à AMBA, mais effectivement, cette triple couronne, on en entend beaucoup parler, on en a entendu beaucoup parler, on entendra encore beaucoup parler. Peut-être qu'il y aura d'autres organismes d'accréditation qui émergeront, mais donc voilà, tu l'as dit tout à l'heure, la guerre des, enfin, je ne sais plus comment tu l'as qualifié, là, une course aux accréditations. Mais aussi avec des aspects très, très positifs, très concrètement, parce que s'il n'y avait pas eu ces accréditations, moi, je ne serais même pas aujourd'hui en train de vous parler du rôle de la recherche dans les écoles de management. Donc, ce sont aussi, je dirais, les accréditations qui ont permis quand même de mettre en place la recherche rigoureuse en école de management et qui ont généré donc un apprentissage organisationnel. Donc là, il y a eu la partie enseignement a été complétée par une partie recherche qui est nécessaire, alors notamment selon les normes de qualité anglo-saxonnes, pour actualiser les connaissances et transmettre des connaissances à la pointe. Alors, ces stratégies d'accréditation, d'institutionnalisation, elles impliquent également, alors là, c'est l'impact organisationnel, une organisation structurée, je viens de le dire, une organisation apprenante. J'insiste pour l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur de l'école. Il ne s'agit pas que du corps professoral, donc l'enseignement, la recherche, les relations internationales et les relations entreprises. Donc, un autre, je dirais, bienfait des accréditations, c'est aussi cette interconnexion des services que ça génère dans une école. Là, véritablement, ça permet de tester la solidarité entre les services, quand on a des deadlines très rapides, voilà,
à respecter. Là, on est vraiment obligé, mais c'est plutôt très bon au niveau de l'organisation apprenante, mais voilà, d'interconnecter les maillons créateurs de valeur. Donc, il y a des travaux très intéressants, notamment de Lejeune et Vasse, qui ont porté sur l'accréditation comme induisant un changement identitaire qu'il faut accompagner. Voilà, les accréditations, excusez-moi encore une fois, ça s'accompagne, ça s'implémente, ça se vit au jour le jour. Il faut véritablement mettre en place une culture apprenante qui va permettre justement d'institutionnaliser et de s'approprier des normes de qualité internationales. Donc, il faut créer un cadre afin d'établir une proximité. Enfin, Lejeune et Vasse parle de proximité cognitive, de cadre partagé et également de proximité relationnelle, la cohésion entre les membres, mais les membres notamment de l'organisation qui va obtenir des accréditations. Alors, l'obtention d'une accréditation internationale, elle nécessite du temps et des ressources. Donc, Thiétard, notamment en 2009, déjà en 2009, parlait du lourd investissement dans des activités créatrices de valeur et de crédibilité internationale telles que l'activité de recherche. Donc, c'est vraiment pas récent, même au niveau de la littérature scientifique. Déjà en 2009, Thiétard parlait du rôle de l'activité de recherche dans l'obtention des accréditations internationales. Et donc, ces accréditations, on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, elles sont un enjeu majeur pour les écoles de management depuis 2 décennies, voire voilà, maintenant un peu plus. Parce que là, je faisais référence à des travaux de 2015. Alors, il faut également souligner le rôle des contextes européens et nationaux dans le développement de l'activité de recherche des écoles de management françaises, l'alignement sur le système LMD, la mise en place en 2001 de la CEFDG, commission Bournois, enfin, il y a une succession de noms qu'on a, enfin, voilà, notamment en école qu'on a tous en tête. L'influence des classements, je le disais tout à l'heure, publiés dans la presse spécialisée, a contribué à l'essor du développement de l'activité de recherche en école, puisqu'on est évalué très clairement sur nos productions à un niveau qualitatif. Alors, la guerre des étoiles, voilà, bon, après, on essaie de faire en sorte que pas non plus que ça devienne du Dark Vador et du Star Wars, mais on essaie de faire en sorte que nos profs le vivent bien, mais c'est quand même une pression qui s'est institutionnalisée en école. Et comme tu le disais tout à l'heure, maintenant, maintenant je ne peux pas aller vers telle école parce que je n'ai pas encore assez publié. Voilà, j'ai de très bonnes qualités pédagogiques, mais là, pour l'instant, il y a encore une barrière qui va être un seuil quantitatif et qualitatif en matière de publication. Donc, les coûts et les investissements en matière de recherche qui sont supportés actuellement par les écoles de management, alors, conduisent à s'interroger sur l'impact de cette activité sur de multiples parties prenantes. Étant donné les coûts, forcément, il y a un raisonnement en termes de retour sur investissement. Les parties prenantes, j'en parlais tout à l'heure, que sont nos étudiants, leurs familles, les anciens, le corps professoral, l'écosystème d'affaires dans lequel les écoles de management évoluent, les financeurs, les organismes gouvernementaux, etc. Donc là, on a vraiment une pluralité de parties prenantes à prendre en considération et qu'on doit convaincre sur l'importance d'une activité de recherche en école de management. Donc, quand j'ai débuté ma carrière en tant que directrice de la recherche, on me posait souvent la question, mais pourquoi vous faites de la recherche en école? Même quand on disait qu'on faisait de la recherche, parfois on ne croyait pas. Et même quand je mettais en avant les résultats en matière d'étoiles, on ne me croyait pas. On me disait, non, vous mentez, Pascal. Non, mais si, là, pour le coup, la recherche, on n'en discute plus normalement. Maintenant, elle est véritablement installée dans l'ADN du cœur de métier des écoles de management. Donc, finalement, envisager la nature de l'impact de l'activité de recherche, ça revient à questionner en termes de problématiques le rôle de cette activité au sein de ces institutions et les modalités de gestion du couple rigueur-pertinence. C'est-à-dire cet équilibre subtil entre excellence scientifique et pertinence au sens de utilité pour les managers. Alors, ce couple rigueur-pertinence, il est très étudié dans la littérature académique. Donc là, on fait référence, tout le monde le sait, je pense ici, à la rigueur méthodologique, scientifique, des travaux de recherche qui sont conduits en école de management, mais également ces travaux doivent générer une capacité à influencer les pratiques.
et à élaborer des savoirs qui sont actionnables et qui vont faciliter la prise de décision des managers. Donc, toujours dans la perspective d'avoir une recherche qui reste utile. Moi, quand j'ai commencé mes travaux académiques sur l'impact, j'avais l'impression que j'allais révolutionner quelque chose, mais pas du tout. Voilà, c'est là où on dit le gap, il est tout petit. Et déjà en 90, donc Maher, c'est un auteur qui s'interrogeait sur l'apport direct de l'activité de recherche menée en business school au milieu des affaires. Déjà, ça remonte aux années 90. Donc là, il n'y a pas, en fait, finalement, aussi avant, un peu au moment où ont émergé finalement les accréditations nationales et internationales. Mais enfin, il y a déjà cette nécessité d'une coexistence entre rigueur scientifique et utilité de la recherche. Voilà, ça remonte déjà aux années 90. Donc, bon, voilà, la réflexion, elle date. Alors, pour cet auteur, en fait, la recherche, elle doit être au service de la prise de décision des managers en école, donc via la résolution de problèmes managériaux. Et moi, ce que j'aimais bien, alors pour le coup, c'est très auto-centré, mais cet auteur, il insistait notamment sur l'importance de mener des méthodologies de nature qualitative, en fait, des travaux. Il défendait la méthodologie qualitative pour accéder justement à une compréhension beaucoup plus réaliste des préoccupations des managers, puis la nécessité également de définir des indicateurs qui vont pouvoir aider les chercheurs à identifier leur contribution à l'avancement de la théorie, mais également de la pratique. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement sur les aspects scientifiques. Alors, dans la littérature, certains affirment l'impossibilité pour l'activité de recherche en école de concilier rigueur et pertinence. Pour certains, c'est totalement impossible. Et pour d'autres, il y en a qui vont insister sur la réalité de cette coexistence. Donc, on cite souvent le cas de la finance qui va engendrer des opportunités de coopération réelle, justement, entre académiques et professionnels. Et justement, ça génère un risque, celui de l'émergence de travaux qui seraient par nature trop appliqués. Ça, c'est notamment Barthélémy dans une publication de 2012 qui le mettait en avant. Attention aux recherches qui vont être développées au seul bénéfice des entreprises partenaires et au détriment de leurs employés, voire de la société en général. Et donc là apparaît un risque de contradiction avec l'impératif de généralisation statistique ou analytique qui nous anime tous en tant que chercheurs. Et donc là, il y a la nécessité de conserver une certaine distance. Donc, moi, par exemple, en tant que directrice de la recherche, je dois également développer l'aspect recherche partenariale. Quand au début de ma carrière, c'était très compliqué. Certains chercheurs avaient l'impression qu'on allait les transformer en consultants, très clairement. Donc voilà, c'est un risque d'orientation mercantile qui est soulevé dans la littérature. La vision de Maher semble de bon sens et pourtant tout le monde n'est pas d'accord. On en reparlera, Jean-Étienne. J'ai eu ton petit commentaire, merci beaucoup. Donc pour certains chercheurs, la fonction principale de l'activité de recherche, c'est d'accompagner la remise en cause des idées reçues et non d'apporter les réponses. Les consultants le font. Donc ça, je ne fais que citer mon collègue, ancien directeur de la recherche, Vincent Mange-Matin. Donc, du coup, l'importance actuelle qui est accordée à la notion d'impact au-delà de la communauté académique, ça a fortement encouragé les écoles à identifier de nouvelles sources de différenciation stratégique à travers l'activité de recherche. Mais ça va parallèlement poser le problème de la mesure de la performance scientifique et du rapport entre les chercheurs et la société. Toujours cet équilibre subtil entre je dois créer des connaissances scientifiques rigoureuses et également je dois mener en école des travaux qui sont utiles à la société et qui sont rendus accessibles. Et toujours l'équilibre avec finalement rigueur scientifique et capacité à disséminer ces connaissances et à élaborer de nouveaux savoirs actionnables. Alors, c'est toujours mon ancien collègue, du coup, Vincent Mange-Matin. Pour lui, la différenciation stratégique, on a beaucoup parlé d'internationalisation, mais lui, il pense notamment pour une école que ça provient de l'enracinement dans son territoire. Et que justement, on va se différencier de par le réseau qu'on crée avec des entreprises partenaires localisées avec un territoire. Le portefeuille de partenaires internationaux est très important pour pouvoir créer pour les étudiants une réelle expérience à l'international, une expérience académique. Mais au niveau de l'utilité de la recherche pour les praticiens, il est vraiment très important qu'une école s'enracine dans des écosystèmes d'affaires locaux.
Et puis dans la littérature, à de multiples reprises, a été soulignée la nécessité de sortir du mimétisme stratégique qui caractérise actuellement les écoles de management. Donc effectivement, dès qu'il y a un nouveau critère qui sort dans les rankings, on prend en considération tout de suite. Donc je plaisante, mais à peine. Et c'est vrai qu'on évolue dans un environnement qui est quand même particulièrement contraint, environnement qui a légitimé et permis le développement de la recherche en école, mais qui quand même parfois enferme les écoles dans des stratégies qui se ressemblent beaucoup. La conquête, voilà, le nombre d'étoiles, publish or perish, etc. Voilà, même si je pense que c'est un modèle extrême. Alors, au niveau de la littérature institutionnelle, je voulais vous en faire part parce que ça permet vraiment d'entrer dans le détail de ce qu'est l'impact et sa mesure. Donc là, je fais référence à la littérature qui est produite par les organismes d'accréditation internationale que sont les CSB, donc the Association to Advance Collegiate Schools of Business, et toute la littérature institutionnelle produite par le FMD, qui est l'European Foundation for Management Development, qui donc là on parle des quiz, donc là c'est notamment les quiz. Là, ça devient du sérieux. Donc en fait, les CSB, moi j'avais beaucoup aimé lire leur rapport d'activité parce qu'ils sont très très clairs sur ce qu'est l'impact de la recherche dans la communauté académique. Donc alors, bien évidemment, la recherche a 3 catégories d'impact. D'abord, l'impact sur la théorie. Là, c'est vraiment sur la communauté académique, c'est la création de nouvelles connaissances. Impact qui doit être également associé à un impact sur l'enseignement. C'est la transmission de ces connaissances aux étudiants. Et associé à un impact sur le monde des affaires, c'est l'utilisation de ces connaissances pour faciliter la prise de décision du manager. Donc là, de façon plus précise, pour ACSB, il s'agit d'évaluer l'impact du portefeuille de contribution intellectuelle d'une école de management, d'évaluer son coût et de définir des indicateurs de mesure adéquats. Donc ACSB a introduit, je pense, pour moi, c'est la première accréditation qui a vraiment insisté sur la nécessité d'un équilibre entre rigueur scientifique et utilité de la recherche. Donc, pour cet organisme d'accréditation, en fait, là apparaît vraiment la nécessité d'aligner l'activité de recherche avec la mission de l'école. C'est vraiment très important. C'est l'école qui définit sa mission stratégique et en fonction de la mission qui a été définie, l'activité de recherche va être élaborée selon une certaine stratégie. Donc, il va falloir définir des objectifs à un niveau organisationnel qui n'est plus celui de l'enseignant-chercheur. Ça veut dire qu'il va falloir identifier des expertises collectives différenciantes. Donc là, il faut trouver l'équilibre avec la liberté académique. Et en même temps, voilà, nos organismes d'accréditation nous disent concrètement comment vous vous différenciez, vous, les écoles, les unes des autres. Et là, on doit vraiment trouver des expertises collectives en matière de recherche. Donc, ça va passer par des créations de chaires de recherche, de centres d'excellence, etc. Et ICSB souligne aussi la nécessité d'impliquer le corps professoral dans la caractérisation et la mesure de l'impact de l'activité de recherche. Donc voilà, la vulgarisation, l'utilité de la recherche, ce n'est pas du top-down, ça se co-construit avec les chercheurs, avec lesquels il faut se mettre d'accord sur des voies de dissémination scientifique et de vulgarisation et les motiver de façon importante. Donc le FMD, donc là c'est le FMD évalue actuellement l'activité de recherche des écoles au regard de ses bénéfices économiques et sociaux. Donc c'est notamment le label BSIS. Je ne sais pas si tout le monde le connaît ici, c'est un label qui a été lancé en 2016, qui est issu d'une collaboration entre la FNEJ et le FMD et qui va finalement évaluer les écoles selon leur impact, notamment territorial. Voilà, vous faites de la recherche, quelle recherche vous faites et dans quelle mesure elle est utile pour votre territoire. Donc ça, c'est un nouveau label aussi qui a encouragé très fortement à avoir un impact de la recherche sur le territoire local. Donc voilà, un label qui permet finalement de communiquer auprès de diverses instances locales et de justifier les coûts et l'importance qui est accordée par les écoles à l'heure actuelle aux activités de recherche. Et puis comme on demande de plus en plus aussi des financements, par exemple, pour la construction de nouveaux bâtiments, donc il faut trouver un équilibre entre coût de la recherche et également ce qu'on demande pour pouvoir faire en sorte que nos étudiants se sentent bien dans les écoles. Alors, du coup,
en matière de conséquences, je dirais, organisationnelles et d'évaluation de l'activité de recherche. Donc, je le disais tout à l'heure, les écoles de management sont vraiment soumises à des injonctions paradoxales en matière de recherche. D'un côté, on a des objectifs très précis en matière d'excellence scientifique, les étoiles, produire dans des revues classées, SNEJ, EBS, etc. Et en même temps, de l'autre côté, on doit avoir une recherche qui est utile et qui est accessible. Mais on est quand même toujours dans un environnement national qui tend encore à privilégier l'impact sur la communauté académique. Voilà, on a des critères très précis qui émanent pour obtenir le grade de master. En école de management, chaque chercheur doit produire un article académique classé tous les 2 ans. On a la pression qui est issue de nos rankings, qui est encore très fortement axée sur les étoiles. Donc voilà, ça génère des injonctions paradoxales. On doit produire des étoiles et en même temps faire en sorte que ces étoiles soient utiles. Et pour qu'elles soient utiles, elles doivent être rendues accessibles. Et pour qu'elles soient rendues accessibles, il faut nous demander à nos chercheurs de vulgariser, de disséminer. Donc ça va finalement étendre le nombre d'activités qui sont maintenant quand même demandées aux enseignants-chercheurs des écoles. Donc il y a un certain nombre d'enseignants. C'est pour ça que je ne voulais pas que mes chercheurs m'écoutent aujourd'hui, parce que là, vous n'êtes pas censé entendre tout ça et tout ce qui vous attend, parce que je vais vous demander beaucoup de travail les mois à venir. Je plaisante. Donc, les grandes écoles de management de la CGE, elles s'appuient principalement sur le nombre et le rang des publications académiques pour évaluer l'activité de recherche individuelle de leurs enseignants-chercheurs. C'est quand même une réalité, et dans cette réalité-là, on doit faire passer le discours d'une recherche utile, accessible, qu'on doit disséminer. Je l'ai dit, pression aussi des classements dans la presse, des objectifs qui sont fixés par le ministère et la CEFDG et qui vont contribuer au maintien de la primauté de l'impact sur la théorie. Là, je vais peut-être aller un peu plus vite. Alors, ce qui est intéressant, en fait, dans cette notion d'impact de la recherche au-delà de la communauté académique, c'est que ça va générer des contributions qui sont de nature plus appliquée à destination des praticiens, des articles de vulgarisation, des vidéos de vulgarisation, des missions d'expertise. Ça encourage très fortement au développement de la recherche partenariale, les contrats de recherche, participer à des programmes européens, monter des chaires d'enseignement et de recherche. Donc, on voit que là, l'activité de recherche au sein des écoles, elle se diversifie. Elle n'est pas que centrée sur la production d'étoiles, elle est également centrée sur la vulgarisation et la gestion d'une recherche partenariale. Moi, ce que j'aime bien aussi dans la littérature, notamment c'est Barthélemy qui dit que pour certains, cette activité de dissémination, elle implique aussi que les managers soient prêts à renoncer aux recettes pour se convertir aux résultats de la recherche en gestion. Donc, on doit faire des efforts pour être utile à nos parties prenantes, mais il est clair aussi que nos parties prenantes, elles doivent aussi faire l'effort, je dirais, de digérer la connaissance qu'on crée. On doit la vulgariser, mais on n'est pas là non plus, comme on le disait tout à l'heure, pour fournir des recettes, sinon on se transforme en consultant. Alors, quelques recommandations rapidement, je suis désolée, j'espère ne pas avoir été trop longue. Donc, quelques recos pour accroître l'impact de la recherche menée en école de management. Alors là, c'est magique, hein, je n'ai pas encore trouvé la formule, mais c'est la mise en place d'un cercle vertueux, recherche académique, recherche appliquée, utile au territoire. Je n'aime pas du tout le terme de recherche appliquée, hein, je l'ai repris de la littérature, mais appliquée, bon, on est en sciences de gestion, donc quand même par définition, normalement, on a une utilité minimale pour les managers. Donc c'est vrai que le mot de recherche appliquée, je n'ai jamais trop aimé. Mais bon, voilà, ça rassure quand on parle de recherche appliquée. Voilà, on envoie le signal qu'on va prendre en considération des réalités managériales. Donc, à l'heure actuelle, en termes de différenciation stratégique, c'est vrai que de s'orienter vers les besoins du territoire, c'est quand même une source de différenciation stratégique parce qu'on va pouvoir s'entourer de partenaires d'un écosystème qui vont être fidèles, je dirais, à l'école et avec lesquels on va pouvoir développer une relation durable. Donc là, j'espère que mes profs n'entendent pas. La création de dispositifs d'incitation du corps professoral susceptibles d'accroître l'impact de leurs travaux de recherche.
Je ne vous dis pas que ça va être mis en œuvre tout de suite à l'EMLV. Hein. Je fais un petit coucou aux chercheurs de l'EMLV, mais effectivement, on prime les SICI. On prime, merci beaucoup, on prime, c'est Agère, je crois. Hein. On va discuter Agère quand je vais rentrer à l'école. Donc, bien évidemment, en termes de dispositifs d'incitation, à l'heure actuelle, on prime les publications académiques. Hein. On ne peut pas tout primer, mais voilà, parfois certaines écoles priment aussi tout ce qui est articles de vulgarisation. Bon, après, ce n'est pas forcément une prime, mais déjà, par exemple, avoir un abonnement The Conversation, c'est aussi un coût que l'institution engage pour vulgariser et disséminer les recherches. L'autre, la participation à des contrats de recherche. Donc là aussi, c'est un petit message que j'envoie à mon binôme qui est le doyen de l'EMLV. Voilà, de temps en temps, quand on demande à des profs de s'investir dans des contrats de recherche, il faut reconnaître ça dans le plan d'activité pour leur laisser le temps justement de faire une recherche partenariale qui soit de qualité. Et la dernière reco, alors là, attention, alors là, certains de mes profs vont rire, mais bon, il faut le faire. Hein, l'exposition plus grande des étudiants et des managers à l'activité de recherche. Donc là, ça va passer par la mise en place d'exercices pédagogiques, on en parlait ce midi, notamment comme les mémoires, qui vont être basés sur la résolution scientifique des problématiques managériales. Donc la capacité à conceptualiser, à prendre du recul. On doit vulgariser, on doit disséminer, mais ça demande aussi que nos parties prenantes aient cette volonté de prendre du recul par rapport à la création de connaissances qu'on fournit. Je crois que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Oui, voilà, donc je m'arrêterai là. J'espère ne pas avoir été trop longue. Je vous prie de m'en excuser si ça a été le cas.